La lumière de l'après-midi filtrait à travers les grandes fenêtres du café Belmont, l'un de ces endroits branchés du centre-ville où les freelances tapaient sur leurs ordinateurs et où de jeunes mamans se retrouvaient autour de la de prix. Claire Winter s'était assise seule à une table d'angle, son café intact refroidissait, elle fixait le vide en essayant de ne pas pleurer en public. À 32 ans, Claire avait ce que la plupart des gens auraient considéré comme une vie réussie. Elle était directrice marketing senior dans une grande agence de publicité, vivait dans un magnifique loft, conduisait une belle voiture et possédait une garde-robe remplie de vêtements de créateurs. Ses cheveux bruns tombaient en vagues souples sur ses épaules, et elle portait un pull en cachemire lavande qui coûtait probablement plus que le loyer mensuel de certaines personnes. Tout dans son apparence suggérait une femme qui maîtrisait parfaitement sa vie. Mais les apparences, comme Claire l'avait appris à ses dépens au cours du dernier mois, pouvaient être terriblement trompeuses. 4 semaines plus tôt, son fiancé Marcus avait annulé leur mariage, 3 mois avant la date, alors qu'elle avait déjà envoyé les invitations, réservé la salle et commandé la robe. Sa raison, il était tombé amoureux de quelqu'un d'autre, une collègue, avec qui il la trompait depuis 6 mois. Pendant qu'elle planifiait leur avenir, la trahison avait brisé quelque chose de fondamental en elle. Mais pire que la peine de cœur était la prise de conscience qu'elle avait été tellement concentrée sur sa carrière, sur sa réussite, qu'elle n'avait pas vu qu'elle était en train de perdre l'homme avec qui elle pensait passer sa vie. Elle avait enchaîné les soirées tardives, les déplacements professionnels le week-end, privilégié les réunions clients aux soirées en amoureux, et Marcus avait trouvé quelqu'un d'autre. Maintenant, assise dans ce café un mercredi après-midi, ayant enfin pris la journée de congé maladie que son patron lui réclamait depuis des semaines, Claire se sentait vidée, creuse, perdue. Elle ne savait plus qui elle était sans sa carrière pour la définir, et elle avait perdu la relation qu'elle croyait être son ancre. « Tu as l'air triste, princesse. » La petite voix perça le tourbillon de pensées de Claire. Elle leva les yeux et découvrit une fillette debout près de sa table, 4 ans peut-être. Avec une masse de boucles brunes rassemblées en 2 petites couettes, l'enfant portait un pull corail et avait ce regard direct, sans filtre, propre au tout petit. « Je suis désolée, » dit Claire en essayant de se ressaisir. « Tu as l'air triste, » répéta la petite fille très sérieusement. Comme une princesse dans une histoire quand le dragon prend son château. « Tu veux un câlin ?» Malgré tout, Claire sentit un sourire lui tirer les lèvres. « C'est très gentil, mais ça va. »« Tu n'as pas l'air d'aller bien, » insista l'enfant avec la franchise brutale des tout-petits. « Tu as l'air de vouloir pleurer. »« Maman dit que les câlins aident quand on est triste. »« Je suis très forte en câlins. » Avant que Claire puisse répondre, une voix masculine s'éleva. « Emma, on en a parlé. On n'aborde pas les inconnus comme ça. » Claire leva les yeux. Un homme approchait, la trentaine, cheveux sombres, barbe légère, regard gentil et expression confuse. Il portait un simple enlet bleu et un jean, et avait cet air légèrement dépassé des parents qui ont perdu leur enfant de vue quelques secondes. « Je suis vraiment désolé, » dit-il à Claire en arrivant près d'eux. « Emma, tu dois rester à notre table. »« Mais papa, elle est triste, » insista Emma en pointant Claire. « Regarde sa tête. Elle a besoin d'aide. » L'homme, le père d'Emma, observa Claire pour de bon cette fois, et elle vit passer dans ses yeux une forme de reconnaissance pas d'elle personnellement, mais de ce qu'Emma avait perçu, les larmes contenues, la posture défaite, l'aura de quelqu'un qui tient à peine debout. « Je vous présente mes excuses, » dit-il plus doucement. Elle est très perspicace. Parfois trop. Alors, venez, Emma. Attends, s'entendit dire Claire. Elle ne savait pas pourquoi. Peut-être l'inquiétude innocente d'Emma. Peut-être le fait que cet enfant avait vu sa douleur alors que tout le monde autour d'elle avait été trop occupé ou trop poli pour le remarquer. C'est bon. Elle a raison. Je suis triste. Les yeux d'Emma s'écarquillèrent, victorieux. Tu vois, papa, je te l'avais dit. Son père acquiesça, toujours hésitant. Vous voulez? Demanda Claire, se sentant un peu ridicule mais en ayant soudain besoin. Vous voulez vous asseoir tous les deux? Je suis seul ici depuis 1 heure et, honnêtement, de la compagnie me ferait du bien. L'homme parut surpris, mais aussi compréhensif. Vous êtes sûr? On ne veut pas vous déranger. Vous ne dérangez pas, dit Claire. Je m'appelle Claire. Et je crois que votre fille est la première personne depuis des semaines à voir vraiment que je ne vais pas bien. Je m'appelle Daniel, dit l'homme en tirant une chaise. Daniel Foster. Et voici Emma,
qui s'est visiblement autoproclamée assistante émotionnelle bénévole. Je suis très forte pour aider, déclara Emma très sérieusement en grimpant sur la chaise à côté de Claire. Tu veux parler de pourquoi tu es triste? Parler, ça aide aussi. C'est papa qui le dit quand je suis triste. Daniel eut l'air mortifié. Emma, c'est très personnel, tu ne peux pas. Ça va, dit Claire, et elle le pensait vraiment. Il y a quelque chose dans la franchise de cet enfant, dans son absence totale de jugement, qui lui donnait l'impression que c'était sans danger d'être honnête. Je suis triste parce que, quelqu'un que j'aimais a décidé qu'il ne voulait plus être avec moi. Je pensais qu'on allait se marier et avoir une famille. Mais il a choisi quelqu'un d'autre à la place. Emma réfléchit avec le sérieux d'un juge qui pèse les preuves. C'était méchant de sa part. T'es jolie et t'as l'air gentille. Il est bête d'avoir choisi quelqu'un d'autre. Malgré les larmes qui coulaient maintenant librement, Claire éclata de rire. Merci. C'est vraiment gentil à entendre. Mon papa, il n'a pas de femme, annonça Emma avec cette absence subtile de subtilité propre aux enfants. Maman est partie quand j'étais bébé. Papa dit qu'elle devait suivre ses rêves, et que ses rêves à elle n'étaient pas les mêmes que les siens. Mais c'est pas grave parce qu'on s'aime bien tous les deux, et on fait une super équipe. Le visage de Daniel vira au rouge. Emma, je ne pense pas que Claire ait besoin d'entendre toute notre histoire familiale. Mais Claire regardait Daniel avec une nouvelle compréhension. Vous l'élevez tout seul? Oui, admit Daniel en passant une main dans ses cheveux, geste visiblement habituel de stress ou d'embarras. Mon ex-femme, la mère d'Emma, elle est photographe. Elle voyage partout dans le monde. Quand Emma avait 6 mois, elle a reçu une offre de National Geographic, le job de ses rêves. Moi j'étais instituteur ici, j'avais toute ma vie ici. On a essayé de faire fonctionner les choses un moment, mais elle voulait être libre de voyager sans se soucier des plannings de garde. Alors on a divorcé. Elle m'a laissé la garde principale et elle envoie des cartes postales de temps en temps depuis des endroits incroyables. Ça a dû être dur, murmura Claire. Ça l'a été. Certains jours plus que d'autres. Mais Emma a raison. On forme une bonne équipe et je n'échangerai être son père contre rien au monde. Emma, visiblement lassée de la conversation des grands, remarqua le café froid de Claire. C'est du chocolat chaud? Non, c'est du café, répondit Claire. Tu veux un chocolat chaud? Les yeux d'Emma s'illuminèrent. Je peux, papa? Daniel commença à protester. Claire, vous n'êtes pas obligée. J'en ai envie, dit Claire, et elle s'en rendit compte. Et peut-être que je vais prendre un café frais. Celui-ci doit être imbuvable maintenant. Ils restèrent presque 2 heures au café. Emma, dopée au chocolat chaud et à un muffin aux pépites, raconta à Claire des histoires interminables sur ses copains de maternelle, ses peluches préférées et les talents culinaires de son papa. Daniel complétait, parlant de sa classe de CM1, des défis de l'éducation solo, de l'équilibre entre travail et présence pour sa fille. En retour, Claire se surprit à s'ouvrir comme elle ne l'avait fait avec personne. Ni ses amis, ni sa famille, ni même sa thérapeute. Peut-être parce qu'il n'y avait pas d'histoire commune. Peut-être à cause de l'acceptation innocente d'Emma. Peut-être à cause de la compréhension qu'elle lisait dans les yeux de Daniel, celle de quelqu'un qui avait vu son avenir prévu s'effondrer et qui avait dû reconstruire. Le pire, avoua-t-elle, c'est que je ne sais même plus qui je suis sans lui. J'ai passé tellement de temps à construire cette vie parfaite, la carrière, la relation, l'image, et maintenant la moitié a disparu et l'autre moitié me semble vide de sens. J'ai travaillé si dur pour réussir, mais à quoi ça sert si on finit seul? T'es pas seul là, fit remarquer Emma avec une logique implacable. T'es avec nous. Elle marque un point, dit Daniel avec un sourire doux. Et pour ce que ça vaut, je comprends ce que tu veux dire. Quand Sarah, la maman d'Emma, est partie, j'avais l'impression que toute mon identité reposait sur le fait d'être mari et père d'une famille. Du jour au lendemain, je n'étais plus qu'un père solo, et j'ai dû découvrir qui était cette personne. Ça a pris du temps. Ça prend encore du temps. Comment tu as fait, demanda Claire. Pour découvrir qui tu étais. Honnêtement? J'ai arrêté d'essayer de trouver la réponse et j'ai juste commencé à vivre. Je me suis concentré sur Emma, sur mes élèves, sur passer chaque journée. Et quelque part en chemin, je me suis rendu compte que je construisais une nouvelle identité sans même le planifier. Père célibataire, prof,
Mec qui rate souvent le dîner mais qui fait des pancakes incroyables. Quelqu'un qui fait de son mieux. Ton mieux est vraiment bien, intervint Emma. Papa fait les meilleurs pancakes et il fait toutes les voix différentes dans les histoires et il me laisse lui mettre du vernis à ongles des fois. Daniel montra ses mains où subsistaient encore des traces de rose sur les ongles. Voilà la vie glamour d'un père célibataire. Claire rit. Un vrai rire, le premier depuis des semaines. Je trouve ça adorable. Emma observait Claire avec cette concentration intense propre aux enfants. Tu veux être notre amie, demanda-t-elle soudain. Tu pourrais venir dîner à la maison. Papa fait des spaghettis ce soir. Il est très fort en spaghettis. Pas autant qu'en pancakes, mais quand même très fort. Emma. Commença Daniel, clairement gêné. En fait, s'entendit répondre Claire, ça me paraît vraiment très bien. Si l'invitation est sincère et pas juste ta fille qui est adorablement présomptueuse. Daniel parut surpris mais ravi. Elle est sincère. Enfin. Si tu as envie de dîner avec une enfant de 4 ans et son père catastrophe dans un appartement probablement plus en bazar qu'il ne devrait, tu es la bienvenue. J'aimerais beaucoup, dit Claire. Vraiment. L'appartement de Daniel était, comme annoncé, très vécu et chaotique comme le sont les maisons avec de jeunes enfants. Des jouets dans les coins, des dessins d'enfants sur le frigo, un désordre organisé. Mais il dégageait aussi une chaleur et une douceur que le loft impeccable de Claire n'avait jamais eu. Emma lui fit visiter chaque recoin important, sa chambre avec sa couette princesse, son coin bricolage, sa collection de peluches, toutes présentées individuellement, et la galerie de photos familiales au mur. Une photo attira l'attention de Claire, Daniel et une très belle femme tenant une minuscule Emma. Ils avaient l'air heureux, pleins d'espoir, comme un couple avec tout l'avenir devant lui. C'est ma maman, dit Emma en remarquant son regard. Elle est en Afrique en ce moment, ou peut-être en Australie. Elle m'envoie des photos d'animaux. Elle est très belle, dit Claire. Papa dit que j'ai ses yeux, répondit Emma très sérieusement. Mais j'ai son nez à lui, son rire à lui et son amour des livres. Daniel apparut dans l'encadrement de la porte. Emma, tu vas te laver les mains pour le dîner? Claire, je peux vous offrir quelque chose à boire? Vin, eau, ou des briquettes de jus? Un verre de vin, ça serait parfait, répondit Claire. Dans la cuisine, pendant que Daniel terminait les spaghettis et que Claire mettait la table, sur ordre d'Emma, les invités aident, c'est ce que font les bons amis, Claire se surprit à se détendre comme elle ne l'avait pas fait depuis des mois. Je suis désolé pour tout ça, dit Daniel en remuant la sauce. Emma n'a pas encore compris les limites. J'espère qu'on ne vous a pas complètement kidnappé aujourd'hui. Vous m'avez sauvé la journée, répondit Claire sincèrement. J'étais assise dans ce café à essayer de comprendre comment survivre à une journée de plus à me sentir nulle. Et puis cette petite fille m'a dit que j'avais l'air triste et m'a proposé un câlin. C'était exactement ce dont j'avais besoin, même si je ne le savais pas. Elle a ce don, dit Daniel avec tendresse. Voir ce dont les gens ont besoin. Sa maîtresse dit qu'elle finira soit psy, soit gourou d'une secte. Claire rit. Je vote psy. Le dîner fut chaotique et délicieux. Emma monopolisa la parole, racontant des histoires sans queue ni tête, posant des questions allant du philosophique, pourquoi le ciel est bleu? Les poissons ont soif, au trait personnel, pourquoi t'as pas de mari? Tu vas rester toute seule pour toujours? Daniel s'excusait sans cesse pour le manque de filtre de sa fille, mais Claire s'en fichait. Il y avait quelque chose de rafraîchissant dans l'honnêteté d'Emma, dans son absence totale de faux-semblants. Après le dîner, Emma insista pour que Claire reste pour une histoire. Ils finirent tous les trois sur le lit d'Emma, elle au milieu, Claire et Daniel de chaque côté, pendant que Daniel lisait un livre usé sur une princesse qui se sauvait toute seule. J'aime bien cette histoire, murmura Emma déjà ensommeillée. La princesse a pas besoin d'un prince. Elle sait elle-même, et c'est assez. C'est assez, approuva Claire en regardant les paupières d'Emma s'alourdir. Être assez toute seule, c'est déjà très puissant. Mais c'est aussi très bien d'avoir des amis. Et de laisser les gens t'aider, murmura Emma. C'est ce que dit papa. T'es assez forte pour le faire toute seule, mais t'es aussi assez forte pour demander de l'aide. Quand l'histoire fut finie, Emma dormait. Daniel se leva doucement et fit signe à Claire de le suivre. Dans le salon, avec 2 verres de vin, ils s'installèrent chacun à une extrémité du canapé. Merci pour le dîner, dit Claire. Et pour aujourd'hui.
pour avoir vu une inconnue s'effondrer et ne pas simplement passer votre chemin. C'est Emma qui vous a vu, répondit Daniel. Moi j'ai juste suivi son exemple. Elle a de meilleurs instincts que la plupart des adultes que je connais. C'est une enfant incroyable, dit Claire. Tu fais du très bon travail avec elle. Certains jours je suis convaincu que je foire tout, avoua Daniel. Être parent seul, c'est terrifiant. Chaque décision paraît énorme. Chaque erreur semble pouvoir la marquer à vie. Elle a l'air plutôt équilibrée, observa Claire. Heureuse, confiante, empathique. Ça n'arrive pas par hasard. Daniel eut l'air touché mais gêné. Merci. Et toi? Tu veux des enfants un jour? Je pensais que oui, répondit Claire. Ça faisait partie du plan avec Marcus. Mais maintenant, je ne sais plus. Peut-être, si un jour je fais assez confiance à quelqu'un pour réessayer. Elle marqua une pause. Je peux te poser une question? Comment tu as su quand tu étais prêt à recommencer à sortir avec quelqu'un après ton divorce? Je ne suis pas sûr d'être prêt, admit Daniel. Ça fait 3 ans et j'ai eu peut-être 5 rendez-vous, tous désastreux. Entre le boulot, Emma et la vie en général, je n'ai pas le temps pour tout le jeu de la séduction. Et franchement, l'idée d'expliquer ma situation à quelqu'un de nouveau, de voir si la personne peut supporter la réalité d'une relation avec un père célibataire, c'est épuisant. Je peux imaginer, dit Claire. Mais pour ce que ça vaut, je pense que la bonne personne ne verrait pas Emma comme une complication. Elle verrait Emma comme faisant partie du package, la meilleure partie. Daniel la regarda longuement. C'est une jolie façon de voir les choses. Ils parlèrent jusqu'à tard dans la nuit, la conversation coulait naturellement. Daniel lui parla davantage de son métier d'enseignant, des enfants de sa classe qui lui rappelaient pourquoi il aimait son travail malgré les difficultés. Claire lui parla de sa carrière, du plaisir créatif d'une belle campagne, mais aussi du vide de travailler pour des entreprises dans lesquelles elle ne croyait pas vraiment, à vendre des produits dont les gens n'avaient pas vraiment besoin. « Tu as déjà pensé à faire autre chose ?» demanda Daniel. « Quelque chose qui aurait plus de sens ?» Oui, avoua Claire. Mais c'est effrayant. J'ai construit cette carrière, cette réputation. Tout recommencer me semble impossible. Je pensais aussi que recommencer était impossible, dit Daniel. Quand Sarah est partie, je pensais que ma vie était finie. Mais elle ne l'était pas. Elle était juste différente. Et différent peut être bien, même quand c'est dur. Quand Claire partit enfin, bien après minuit, Emma se réveilla suffisamment pour réclamer un câlin d'au revoir. « Tu reviendras ?» demanda la petite fille d'une voix ensommeillée. « T'es mon ami maintenant. Les amis se visitent. »« J'aimerais bien revenir », répondit Claire en regardant Daniel. « Si c'est d'accord. »« C'est plus que d'accord », dit Daniel. « En fait, Emma a un spectacle de danse samedi prochain. Ça va être adorablement chaotique. Si tu es libre, tu es la bienvenue. »« J'adorerais », répondit Claire. Au cours des semaines suivantes, Claire devint une présence régulière dans la vie de Daniel et Emma. Elle assista au spectacle de danse d'Emma, adorablement chaotique. Les rejoignit pour des brunchs du week-end, des soirées cinéma, aida Emma dans ses projets artistiques qui les laissaient toutes les deux couvertes de paillettes. Et petit à petit, sans vraiment le planifier, Claire se mit à guérir. Pas parce que Daniel la réparait. Il ne le pouvait pas, ne le voulait pas, n'essayait même pas. Mais parce qu'être avec eux lui rappelait ce qui comptait vraiment, que la vie était plus que la réussite professionnelle et les apparences soignées. Que la joie pouvait se trouver dans les petits moments, le rire d'un enfant, un repas partagé, une conversation honnête avec quelqu'un qui comprenait la difficulté. Elle commença aussi à changer des choses dans sa propre vie. Elle refusa une promotion qui aurait encore augmenté ses heures de travail, préférant préserver un équilibre. Elle se porta volontaire pour un programme d'alphabétisation dans l'école de Daniel. Elle se remit à la peinture, passion qu'elle adorait à l'université mais qu'elle avait abandonnée parce que ce n'était pas sérieux. Et elle passa du temps avec Daniel, parfois avec Emma, parfois juste tous les deux. Une fois Emma couchée, ils parlaient de tout et de rien, partageaient ces silences confortables qui naissent d'une amitié grandissante. C'est Emma qui finit par forcer la conversation qu'ils évitaient tous les deux depuis un moment. 3 mois après leur première rencontre au café, un dimanche après-midi au parc, alors que Daniel poussait Emma sur la balançoire, celle-ci annonça « Je pense que tu devrais être la copine de papa. »
Daniel manqua lâcher les chaînes. Emma, quoi? Tu aimes bien Claire, dit Emma avec une innocence parfaite. Claire t'aime bien. C'est ça, les copains et les copines, des gens qui s'aiment bien. C'est un peu plus compliqué que ça, dit Daniel, le visage écarlate. Pourquoi? Demanda Emma avec la logique dévastatrice de l'enfance. Tu souris plus quand Claire vient. Et tu deviens nerveux, et tu changes de chemise des fois. C'est ce qui arrive à la télé quand les gens s'aiment bien. Claire, assise sur un banc à côté, essayait de ne pas rire. Elle a quelques bons arguments. Daniel la regarda, desemparé. Désolé. Apparemment ma fille gère maintenant ma vie amoureuse. Ou peut-être, dit Claire en se levant et en s'approchant, que ta fille est simplement assez courageuse pour dire ce qu'on pense tous les deux, mais qu'on a trop peur d'admettre. Daniel arrêta de pousser la balançoire. Emma sauta et courut aussitôt vers le toboggan, leur laissant un moment d'intimité. Tu y pensais? Demanda-t-il doucement. Parce que moi, oui, depuis un moment. Mais je ne voulais pas présumer. Je ne voulais pas risquer l'amitié qu'on a construite. Et je ne voulais surtout pas que tu te sentes obligé parce que tu t'es attaché à Emma. Je ne suis pas avec toi à cause d'Emma, dit Claire. Je suis avec toi parce que quelque part entre ce premier dîner et maintenant, je suis tombée amoureuse.